je dois vous dire que je trouve émouvant que de vous voir ici ce soir. Nous sommes un jeudi soir, vous auriez pu vaquer à d'autres occupations, être chez vous, regarder un bon film, mais vous avez fait le choix de venir dans cette salle parce que vous avez conscience que vous êtes des acteurs agissants et vous avez conscience que nous sommes au début d'une mobilisation et que chacune et chacun de ceux et celles qui sont dans cette salle sont importants. Et c'est pourquoi je pense que ces moments d'échange vont permettre de nourrir l'action qui sera la vôtre au cours de cette campagne pour les européennes et qui, j'espère, va nous porter au soir du 26 mai vers une victoire. Je suis très heureux de faire la première réunion publique, on ne dira pas un meeting, mais la première réunion publique en Auvergne, parce que j'y ai des attaches. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie de cœur, mais j'y ai des attaches puissantes depuis plus de 10 ans, et j'ai pris le temps de découvrir votre région, et aussi Clermont et toutes les villes environnantes. Et quand je suis ici, eh bien, je me sens bien parce que je suis au pied des volcans. Et ça me rappelle, bien sûr, l'île de la Réunion, puisque à l'île de la Réunion, nous sommes au pied des volcans également. Et c'est pourquoi cette image des volcans, elle me hante toujours. Et je tweetais hier que nous sommes aujourd'hui assis sur un volcan social. La société française est entrée en ébullition et l'île de la Réunion est sans doute ce soir la pointe avancée de cette insurrection citoyenne et de cette ébullition. Je veux dire 2 mots parce que je sais qu'il y a des captures vidéo de notre rencontre ici. Je veux dire au président de la République que les solutions répressives et uniquement répressives ne feront que conduire notre île vers le précipice. Il faut ouvrir dès maintenant, dès demain matin, la négociation avec toutes celles et tous ceux qui, à La Réunion, demandent plus de justice, plus d'égalité, plus de dignité. Vous savez, il n'y a pas les Outre-mer d'un côté et la France de l'autre. Il y a un ensemble qui, finalement, est très ressemblant. Parfois, il y a ce miroir un peu déformant ou des traits grossissants dans les Outre-mer. À l'île de la Réunion, par exemple, vous avez 42% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est une honte pour la République. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans ce même département, vous avez le plus grand nombre de personnes assujetties ou qui étaient assujetties à l'impôt sur la fortune. Donc nous sommes dans une situation de criantes inégalités qui font que les peuples, le peuple français, est aujourd'hui entré en mouvement dans les Outre-mer et sur le continent. Et il est entré en mouvement à sa propre manière, en inventant des formes nouvelles et directes de mobilisation, des formes directes et nouvelles d'action, sur des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre tournés vers ce que nous avons, nous, à la France insoumise, toujours dénoncé. Nous avons toujours dénoncé les inégalités, nous avons toujours dénoncé les cadeaux qui sont faits aux riches,
nous avons toujours dénoncé l'oligarchie. Et c'est bien pourquoi, aujourd'hui, face à ce mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement profondément populaire, qui porte les préoccupations quotidiennes des Français, la place de la France insoumise, l'attitude de la France insoumise et la bienveillance vis-à-vis de ce mouvement. Et notre place sera d'être chacune et chacun d'entre nous, en tant que citoyens, dans la rue, à Paris et ailleurs, le 27 novembre prochain. Et parce que ce mouvement est un mouvement profondément populaire, parce que ce mouvement porte les aspirations concrètes de la vie des gens, alors il y a immédiatement le mépris venant d'en haut, le mépris de la caste, le mépris des élites. Et bien plus cela méprise ce mouvement, et plus nous sommes renforcés, nous, à la France insoumise, dans la conviction que nous avons raison d'être aux côtés des Français qui sont dans la rue. Et la réalité, c'est que vous avez aujourd'hui, avec Macron, avec ce gouvernement, une situation qui s'est dégradée sur le plan de la justice fiscale et sur le plan de la justice sociale. Lorsque nous disions au début de cette mandature qu'Emmanuel Macron est le président des riches, je crois que nous avions raison de le dire. Et plus que jamais, il est le président des riches. Mais ce que nous voyons jour après jour, avec clarté sous nos yeux, c'est que le président Macron est en fait le serviteur des riches, parce que les choix qui ont été faits par ce gouvernement sont des choix qui ont été faits au service d'une ultra-minorité contre la majorité des Français. Et je vais pour le coup prendre mes papiers pour vous donner quelques exemples très concrets. Et aussi pour vous révéler quelque chose. Et il n'y a pas d'hologramme, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, mais au moment où je vais vous révéler quelque chose, Jean-Luc Mélenchon, au même moment, va révéler la même chose à Pont-à-Mousson. Donc, je me perds un peu dans mes papiers, mais je vais me retrouver. Et je crois qu'il faut rappeler que sous ce gouvernement, la baisse des impôts sur les sociétés représente à peu près 15 à 17 milliards, c'est-à-dire 15 à 17 milliards de cadeaux pour les sociétés. La suppression de la taxe sur les dividendes, c'est-à-dire les cadeaux pour les multinationales, c'est 2 milliards. 2 milliards directement qui sont rentrés dans la poche de ces multinationales, que dénonçait d'ailleurs avec beaucoup de conviction notre camarade de la CGT. Et on voit bien que lorsqu'ils perçoivent ces cadeaux, il n'y a rien qui est rendu ni aux travailleurs ni aux Français. La transformation de la taxation capitale en prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle la flat tax, c'est 4 milliards d'euros. Et la suppression, ou la transformation, mais la suppression de l'ISF, c'est également 4 milliards d'euros. Et la suppression de l'exit tax, c'est 10 millions par an, plutôt que de lutter, comme Leïla disait, plutôt que de lutter contre l'évasion fiscale. Et dans le même temps, le prix de l'électricité a augmenté de 17%. Le prix du gaz a augmenté de 5,8% au 1er novembre et depuis 2018, globalement, de 16%. Je pourrais vous dire également pour le
prix des passeports, du permis de conduire, de la carte grise, etc., etc. Et puis, bien sûr, la taxation sur les carburants dont vous connaissez les chiffres. Eh bien, tout cela, ce sont des choix qui ont été profondément pensés et qui ont été voulus, mais qui ne viennent pas de nulle part. Et ils viennent de quelque part. Ils viennent en fait de l'Union européenne. Et c'est là où je vais vous dire quelque chose. C'est que l'Union européenne, avec ces traités que dénonçaient Romain et Leïla, oblige aujourd'hui les États à réduire les dépenses publiques, à réduire la voilure de l'État, à réduire globalement les dépenses, et elle oblige à être dans le cadre de moins de 3% du défi de dette par rapport au PIB. Donc, les États doivent rester dans les clous de ce que la Commission européenne demande. Et si elle ne le fait pas, alors la Commission européenne, qui surveille en permanence les États, a des compétences pour engager des procédures de punition. C'est-à-dire que l'Union européenne aujourd'hui est une Union européenne qui surveille et qui punit. Eh bien, Benoît, qui est philosophe et qui, je suis certain, aime Michel Foucault, il utilise, ou pas, bon, il n'aime pas Michel Foucault, bon, moi j'aime beaucoup Michel Foucault, bon, il disait « surveillance, punition, c'est une prison ». Eh bien, cette Europe-là est une prison aujourd'hui pour les peuples et pour les États. Donc, pour revenir à ce que je disais, si les États ne limitent pas leurs dépenses, à ce moment-là, la Commission européenne entre en action et elle engage ce qu'on appelle une procédure sur les déficits excessifs, c'est-à-dire que cette procédure va jusqu'à des sanctions contre les États et on coupe les fonds européens. Alors, bien sûr, tous les États ont très peur et ils font tout pour rester dans les limites des dépenses imposées. Et voilà que la France est mise sous surveillance de la Commission européenne. Et la France doit en permanence justifier de ses choix et justifier du projet de budget qu'elle va présenter à l'Assemblée nationale. Et dans une lettre du 15 octobre dernier, de mémoire, voilà, justifiant le budget 2019 auprès de la Commission européenne, le gouvernement français écrit à la Commission et dit ceci. Je vous lis. En ce qui concerne les prélèvements obligatoires, l'année 2019 est fortement affectée par le double coût ponctuel pour les finances publiques de la transformation du CICE en allègement de cotisations, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les baisses de prélèvements seront, c'est-à-dire que, donc, je reviens, l'État français dit, effectivement, les cadeaux qui ont été faits pour les riches ont un coût très important. Mais nous avons trouvé la solution. Les baisses de prélèvements seront partiellement contrebalancées par la poursuite de la montée en puissance de la fiscalité tabac et de la fiscalité écologique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc par le gouvernement. Et c'est ainsi qu'il décide d'augmenter le prix du gasoil et de continuer à augmenter les prix de paquets de cigarettes. Je pense qu'effectivement, pour une fois, on peut huer. Et c'est la démonstration de ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé le ruissellement à l'envers. C'est exactement cela, c'est-à-dire que c'est le peuple qui, aujourd'hui, paie les cadeaux qui ont été faits pour les riches, qui paie la suppression
de l'impôt sur la fortune, et c'est une honte. Et pour 2020, nous savons déjà, parce qu'ils l'ont dit à la Commission européenne, nous savons déjà ce qu'ils préparent. Et ils ont dit, ils se sont engagés auprès de la Commission européenne, et c'est très grave, à des économies sur le budget de l'État dans les secteurs du logement et de l'emploi. Enfin, c'est une phrase qui est terrible. Qu'est-ce que cela veut dire? Des économies dans le secteur de l'emploi. J'attends avec impatience de pouvoir être demain à mon bureau pour adresser immédiatement un courrier au Premier ministre et lui dire: est-ce que vous pouvez nous expliquer les économies dans le domaine de l'emploi, ce que cela veut dire, et dans le secteur du logement. Je m'excuse par avance, mais la liste est très longue. Il poursuit: nous ferons des économies sur la réforme des retraites. Eh bien, effectivement, nous verrons l'année prochaine cette terrible réforme des retraites à point, voulue, demandée, quasiment imposée par la Commission européenne. C'est Pierre Moscovici lui-même qui disait: il faut que la France fasse 5 milliards d'euros d'économies sur les régimes de retraite. Et voilà, Emmanuel Macron et le Premier ministre Philippe, bien disciplinés, qui inventent cette réforme des retraites à points pour satisfaire ces majestés de l'Union européenne. Et ils poursuivent encore: c'est la montée en puissance pour l'année prochaine et jusqu'à 2022 de la suppression des postes dans la fonction publique d'État. Eh bien, on s'en est déjà rendu compte, mais ça va s'aggraver encore. Et la lettre continue sur la maîtrise des dépenses des collectivités locales. Et les maires qui étaient aujourd'hui réunis à Paris pour le Congrès des maires de France ont raison d'être inquiets, parce que c'est bien la trajectoire indiquée par la Commission européenne. Donc, le poteau rose est découvert, et c'est bien les injonctions de la Commission européenne qui, en grande partie, conduisent les gouvernements à ces choix désastreux. Mais il est bien évident qu'ils ont en Emmanuel Macron un serviteur très zélé, parce qu'il partage pleinement cette vision qui est celle de Juncker aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons commencé notre campagne des européennes en disant que cette élection européenne sera un référendum anti-Macron. Quand nous disons cela, nous ne sommes pas des gens omnibulés par des aspects négatifs et repliés sur des questions nationales. Mais quand même, il est vrai que les élections européennes vont être le premier scrutin intermédiaire depuis l'élection présidentielle. Nous n'en pouvons plus, les Français n'en peuvent plus, et de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron. Alors oui, les élections européennes seront une occasion pour dire non à Macron, et nous n'en avons pas honte. Mais non seulement nous lui infligerons, et nous appelons à lui infliger cette raclée pour les européennes, mais il n'y a pas que cela. Nous disons que le référendum anti-Macron est par définition un référendum contre les politiques européennes. Il est par définition un référendum contre Merkel, un référendum contre Juncker, un référendum contre tous ces tenants d'une Union européenne qui a dérivé depuis que l'Allemagne, il faut bien le dire, domine aujourd'hui, inspire les politiques européennes. Vous savez, je viens de la Réunion, vous le savez, et depuis toujours, je suis très attaché à l'idée européenne. Et je crois dans le projet européen.
L'Europe, c'est une belle idée, c'est une grande idée. Mais l'Europe, elle doit se vivre au quotidien de la manière la plus positive pour les citoyens européens. Il y a des grands programmes européens qui marchent et sur lesquels on peut s'appuyer pour vendre, entre guillemets, l'Europe. Tu en as parlé, c'est le programme Erasmus. Il y a aussi ce grand programme, et c'est un point qui figure dans notre programme, qui est celui du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Nous sommes aujourd'hui, partout en Europe, confrontés à une explosion de la pauvreté. À l'horizon 2030, c'est 119 millions d'Européens qui seront concernés par l'exclusion et la pauvreté. C'est indigne de l'Union européenne. Eh bien, il y a un programme européen pour cela. Mais ce seul programme de lutte contre la pauvreté, figurez-vous que sur plainte de l'Allemagne, il a failli être supprimé. Plainte devant la Cour de justice, etc. Et il a fallu que nous entrons en action, et je parle sous le contrôle, que nous entrions en action au Parlement européen avec 2 autres collègues pour que ce programme soit sauvegardé. Et ce programme aujourd'hui, qui est le seul programme européen de lutte contre la pauvreté, est maintenu. Mais il est très faible. C'est 3,5 milliards d'euros sur un budget de 900 milliards d'euros. Et au moment où ils font le choix de ne pas augmenter ce programme de lutte contre la pauvreté, et nous demandons, et nous demanderons pendant la campagne, que ce programme, comme je l'ai demandé dans les amendements que je viens de déposer, soit multiplié au moins par 5, ils ont décidé de créer un fonds pour l'Europe de la défense de 17 milliards d'euros qui n'existaient pas et qui sont allés chercher contre les autres politiques qui financent les politiques agricoles, qui financent les politiques des territoires. Eh bien, nous préférons les citoyens aux marchands d'armes. Alors, cette Europe, cette belle Europe, elle a dérivé. Elle a dérivé, je crois, au moment du traité de Maastricht et au moment de la réunification de l'Allemagne. Et nous avons payé un coût très lourd de la réunification, parce que l'Allemagne avait un certain nombre d'exigences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur le plan monétaire en particulier. Et l'Allemagne, à partir de ce moment-là, a commencé, parce qu'elle est très puissante, à irriguer l'ensemble des politiques européennes qui sont aujourd'hui soumises aux seuls intérêts de l'économie allemande. Eh bien, il faut que l'Union européenne accepte qu'il n'y a pas que les intérêts de l'Allemagne, il y a aussi les intérêts des peuples du Sud, il y a aussi d'autres cultures politiques, d'autres cultures économiques. L'Allemagne, ce qu'elle a apporté de manière néfaste à l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle cette politique de l'ordolibéralisme, qui s'est diffusé comme un cancer dans toutes les politiques et qui est aujourd'hui inscrite dans le marbre des traités européens. Et c'est pourquoi, et c'est cela qui fait que vous avez toutes ces atteintes au service public, parce que, évidemment, on sort des critères posés par les politiques de l'ordre, critères sur la dette et le déficit structurel. Donc on demande, en fait, à tous les États membres de l'Union européenne de remettre en cause ce qu'on appelle l'État-providence, de remettre en cause les politiques de protection sociale, de mettre en œuvre ce qu'on appelle des réformes structurelles, de revoir le marché du travail, de revoir... Et c'est ainsi qu'on a vu,
en France ces réformes très négatives concernant le marché du travail, que nous avons vu cette réforme ferroviaire qui a mis en cause, entre autres, le statut des cheminots, où nous voyons actuellement la privatisation des barrages hydrauliques et où nous verrons demain encore la mise en cause du régime des retraites. Et c'est ainsi que nous disons que nous ne laisserons pas, et c'est l'un des enjeux des élections européennes, nous ne pouvons pas laisser que nos biens communs soient ainsi privatisés et tombent dans les mains des marchés. Et nous dénoncerons pendant la campagne des élections européennes cette Europe qui veut aujourd'hui faire passer les biens communs des Français vers les marchés. C'est trop long. Bon, d'accord. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Bon, j'élimine tout ce dont j'avais prévu de parler, mais Romain a parlé avec beaucoup d'éloquence de cette Europe de la défense qui se construit et qui sera, et qui est en réalité une Europe pour la guerre, alors que nous chérissons la paix. Je ne parlerai pas de beaucoup de choses, mais je veux vous dire encore deux choses. Premièrement, l'écologie, parce que c'est une question qui, finalement, c'est la mère des batailles, qui recouvre l'ensemble des politiques. Et pour celles et ceux qui sont familiers du programme L'Avenir en commun, vous voyez combien cette question aujourd'hui transcende toutes les autres questions. Et le Parlement européen est un lieu extrêmement important sur ces questions. Il y a des combats concrets à mener parce qu'aujourd'hui, avec le libéralisme, la planète est malade et nos corps sont malades. La planète est empoisonnée et nos corps sont empoisonnés. Et nous avons un combat à mener pour la santé écologique de la Terre et pour la santé de nos propres personnes et de nos enfants. Et nos corps sont d'une certaine manière en résonance avec l'état de la planète. Et ça, ce sont des combats concrets que nous mènerons avec des députés qui sont et qui seront des députés de combat, des députés qui ne transigeront pas, des députés qui dénonceront avec la mobilisation, les mobilisations citoyennes, les collusions avec les lobbies pour continuer à faire en sorte que la santé soit mise de côté au profit toujours des mêmes, au profit des intérêts des industriels et au profit des intérêts financiers. Eh bien, nous ne pouvons pas laisser que la santé des personnes passe derrière les intérêts de ceux-là. Et il y aura des combats à mener, tu l'as dit, sur le glyphosate, sur les pesticides tueurs d'abeilles en particulier. C'est un combat qui continue. Il y aura le combat à mener, enfin, j'espère que je pourrai conclure définitivement avant les élections européennes, sur la pêche électrique. Mais ça, c'est un exemple typique à la fois de leur vision complètement mortifère sur l'écologie, qui est terrible. Il faut se rendre compte aujourd'hui que ce sont les flottes industrielles financées par votre argent, c'est-à-dire par les contribuables européens, qui font des océans, des cimetières marins. Si nous continuons au même rythme de prédation actuel, qui est le fait des flottes industrielles, il n'y aura plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu disponible pour la pêche commerciale avant 2050. Voilà la réalité. Et la pêche électrique participe à ce mouvement général de prédation des océans et qui est considéré par eux comme une extraordinaire innovation, ce qui est quand même incroyable. Et
un ami me faisait remarquer que lorsqu'on a inventé les guillotines, on disait aussi que c'était une innovation technologique. Eh bien, ce genre d'innovation technologique, on n'en veut pas. Et la pêche électrique est une pêche barbare qui brise la colonne vertébrale des poissons et qui tue les écosystèmes marins et qui porte atteinte aux intérêts des pêcheurs artisans et en particulier des pêcheurs artisans dans le nord de la France. Et c'est pourquoi nous menons ce combat. Et nous l'avons mené de manière déterminée à tel point que notre amendement a permis que la pêche électrique, par un vote historique du Parlement européen, ait été interdite en Europe. Et figurez-vous que ce fonctionnement totalement curieux, absurde, antidémocratique des institutions européennes fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de mettre en œuvre une procédure pour remettre en cause ce vote du Parlement européen. Eh bien, je vous le dis, nous ne laisserons pas faire. Et c'est pourquoi nous serons des lanceurs d'alerte, et c'est pourquoi je suis actuellement un lanceur d'alerte sur les mauvais coups qui se préparent concernant la pêche électrique et que laisse faire, il faut bien le dire, le président Macron qui n'assume pas ses responsabilités au sein du Conseil européen. Voilà, il y aurait tant et tant de choses à vous dire encore. Ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que oui, le 26 mai est un moment extrêmement important parce que le score représentera, enfin, pendant que je parle, je pense à tout ce dont je n'ai pas parlé. Je pense aux accords de libre-échange, en particulier à l'accord Mercosur. J'ai été visiter cet après-midi avec Romain une exploitation agricole, mais il est vrai, et nous sommes ici dans la région d'Auvergne, qui est une région qui est productrice où il y a beaucoup d'éleveurs, eh bien, il faut savoir qu'avec le Mercosur, nos éleveurs français sont menacés parce que vous allez avoir, et ça c'est le libre-échange qui est inscrit aussi dans les traités européens, vous aurez la viande qui vient d'Argentine, qui est par ailleurs une viande de qualité, il faut bien le dire, qui va venir concurrencer la viande de nos producteurs. Eh bien, nous voulons une Europe qui protège vraiment. Et ce qui est incroyable, c'est que celles et ceux qui incantent l'Europe qui protège, ouvrent aujourd'hui nos pays à toutes les fragilités. Donc, j'en reviens sur la conclusion. Et j'ai oublié aussi de parler de l'accord JEFTA, que nous dénonçons également avec mon collègue Emmanuel Morel, qui est au combat avec moi sur cette question. Donc, les élections européennes seront extrêmement importantes, parce que le score sera soit une incitation pour qu'ils continuent de la même manière et en pire, ou soit le score sera le début d'une insurrection citoyenne contre ces politiques. Et le score que nous ferons en France et que nos amis de Maintenant le Peuple feront dans leur pays, parce que les politiques européennes s'abattent avec la même violence pour tous les peuples en Europe. Alors, si nous faisons un gros score, tous nos partenaires et nous, en France, nous serons, évidemment, cela sera interprété, et puis nous serons plus forts pour mettre en échec, dès le 27 mai, l'ensemble de ces politiques. Merci beaucoup.